Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Mangembo TV avant-propos. Avant-propos, comme son nom l'indique, c'est une façon pour nous de permettre aux acteurs politiques africains sur la place de Paris de pouvoir décliner leurs programmes, leurs souhaits pour leur pays. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Rolla Mena. Il est aujourd'hui à la tête d'une structure politique qui s'appelle l'Isanga. Et pour interviewer M. Rolla Mena, nous sommes avec notre ami Midon de Clerc. Bonjour Midon de Clerc. Bonjour Joseph. Bonjour Rolla Mena. Bonjour Monsieur Joseph Pouloulou, merci de m'avoir invité. Rolla Mena, c'est à vous que je sois l'honneur d'être le premier invité d'avant-propos. Quel propos peut-on attendre de Rolla Mena, connu hier comme activiste politique, résistant, qui a fait ses classes entre guillemets aux côtés de la Parico? Oui, effectivement, vous venez de décrire rapidement, succinctement, en quelques mots, ce que je suis depuis que je me suis engagé dans le combat. Effectivement, j'ai commencé au niveau de la Parico avec M. Honoré Ngbanda, mais avant la Parico, j'étais dans l'église Arche de Paix avec le pasteur Moké. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la lutte pour le Congo. Et c'est lui qui m'a présenté à la Pareco, qui m'a fait rentrer aussi dans la Pareco. Et c'est vrai que suite à tout ce que M. Honoré Ngbanda a dit et tout ce qu'il a écrit, il y a eu un éveil patriotique qui s'est fait en moi et au sein de beaucoup d'autres Congolais aussi. Bien entendu, je ne suis pas le seul. Nous sommes donc rentrés dans cette lutte que vous connaissez toutes et tous, le combat, qui consistait à mobiliser, conscientiser, sensibiliser, informer les Congolais tout d'abord parce que ce sont les premiers concernés sur tout ce qui se passe exactement en République démocratique du Congo, mais ensuite, il convenait aussi de nous adresser aux grands décideurs de la communauté internationale pour leur faire comprendre que nous n'étions pas d'accord avec les choses telles qu'elles se passent en Afrique en général et tout particulièrement au Congo. N'était pas suffisant. Et bien pour entendu, j'avais ce costume d'activiste revendicatif qui tapait un peu comme ça dans la fourmilière. Je n'étais pas le seul. Hein. Je pense qu'au niveau de la diaspora, beaucoup de femmes et d'hommes se sont engagés dans ce sens. Nous avons dénoncé tout ce que nous avons pu dénoncer. Nous sommes encore en train de le faire. Mais bon, je suis arrivé maintenant à une autre étape de mon combat où j'ai décidé de retirer ce blouson d'activiste revendicatif pour endosser la veste d'homme politique. Parce que j'ai des idées pour mon pays, j'ai envie de travailler pour mon pays et j'ai envie de faire de telle sorte que les choses aillent beaucoup mieux que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous dites que vous êtes encore activiste, mais quelle image a encore le combat, les actions, des activités des combattants quand on voit que c'est devenu plus des agresseurs sur la place des grandes capitales européennes? Oui, je comprends ce que vous dites, mais vous savez, lorsqu'on parle d'agression, lorsque vous regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo, les premiers agresseurs, ce ne sont pas les combattants. Voilà, les combattants, ils sont dans une réaction. Mais ceci dit, on est quand même dans des pays civilisés Oui, où le bien discours entendu. politique ne doit pas être remplacé par des coups de poing. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, quand vous regardez aussi les atrocités qui se passent chez nous en République démocratique du Congo, lorsque vous voyez que nous avons fait un travail titanesque pour dénoncer tout cela, lorsque vous constatez qu'au niveau justement de nos grands pays, des pays de démocratie dans lesquels nous sommes, ici au niveau de nos pays d'accueil, les discours droits de l'homiste qui sont tenus ici ne correspondent pas avec ce qui se passe ou ce qui est soutenu en République démocratique du Congo, ne soyons pas étonnés qu'effectivement une frange de la population ou bien des populations concernées se comportent telles qu'elles sont en train de se comporter. Mais est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu gêné aux entournures par notamment de ce type d'agression? Notamment, je récite, le plus récent que nous avons vécu, c'est lui, comme on le dit, la moutakalisation de ce pasteur venu de Kinshasa, le pasteur Wello. Oui, mais vous devez tenir compte d'une chose. Hein. Bon, personnellement, je vais m'exprimer au nom de l'Isanga. Nous sommes contre tout type de violence, envers qui que ce soit. Mais quand vous regardez ce qui se passe, il y a quand même des responsabilités. Ce que les combattants font, les agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, hein, envers les autorités, ce sont des conséquences d'une façon qui est comment dirais-je... Une réponse Non, je dirais, disons, c'est une réaction directe à la manière dont est géré le pays actuellement. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans l'est de notre pays, les crimes atroces, les viols barbares, les arrestations arbitraires, les personnes qui sont à l'extérieur du Congo, elles assistent à tout ça, elles voient tout ça, elles dénoncent cela. Et lorsque vous remarquez que plus on les dénonce,
rien ne change. Ne Donc vous soyons voulez pas dire que étonnés ces donc pasteurs qu'il y ait ces devraient, conséquences-là. devraient changer de discours et les dénoncer à l'intérieur du pays? Je dis que dans tout ce que fait le peuple congolais à l'extérieur du Congo, notamment les combattants, il y a une raison à cela. Et nous autres élites, nous autres intellectuels, nous autres responsables politiques, nous autres responsables à tous les niveaux de la vie sociétale, nous devons prendre en considération ce qui se fait et tenir compte des réactions et des conséquences de ce qui est en train de se faire actuellement en République démocratique du Congo, actuellement, mais cela fait des années que ça dure. Alors, est-ce qu'on va encore continuer comme ça? C'est la question que nous devons nous poser et c'est la question maintenant que je me pose en tant qu'homme politique et la réponse, elle est non, bien entendu. Évidemment, c'est à ce moment-là que vous pensez que Lusanga peut être une réaction plutôt adaptée. Midon déclare une question à M. Rolamena. Alors, par rapport à l'Isanga, parce que nous voyons que les réactions des activistes que vous étiez jadis Oui. sont justifiées, selon les activistes, par le comportement des gouvernants au pays. Tout à fait. Et je me dis simplement que souvent, ces activistes se vengent ou prennent à partie des gens qui n'ont rien à voir avec ces autorités, qui font leur travail de pasteur. Et je me dis, je me demande en quoi ces gens-là sont-ils comptables de l'action des ces autorités. Je pense qu'il faut d'abord tenir compte d'un paramètre très important. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe exactement ou comprendre pourquoi les combattants réagissent de telle manière si vous ne tenez pas compte de ce paramètre. Le Congo n'a jamais agressé personne. Le Congo n'a jamais essayé d'envahir aucun pays avec lequel il est frontalier. Reconnaissez que c'est le Congo qui a été agressé. Reconnaissez que ce sont les Congolais qui sont massacrés. Reconnaissons que ce sont nos femmes, nos filles qui sont violentées, qui sont violées, qui subissent des actes barbares. Voilà la genèse de ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il convient de faire? Nous l'avons toujours dénoncé. Nous avons dit pour que tout cela cesse, il faut que les Congolais, peu importe leur tendance philosophique, religieuse, peu importe leur profession, fassent bloc pour dénoncer tout cela afin que le peuple congolais cesse d'être martyrisé. Et quand j'utilise le terme de martyriser, je suis gentil. Voilà. Or qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les élites, dont les musiciens, dont certains pasteurs, dont les politiciens, se comportent en ayant au centre de leurs intérêts l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, nous remarquons que, et ça c'est quelque chose qui nous est reproché à toutes et à tous en tant que Congolais, chacun ne pense que à son propre et unique confort. Résultat des courses, les massacres, les tueries, les actes barbares continuent contre notre pays, et vous avez une partie du peuple qui est là, notamment les combattants, qui se disent « il y en a marre, on ne peut pas continuer comme ça ». Ceux maintenant qui vont cautionner d'une quelconque manière, qu'elle soit passive ou active, ce qui se passe au Congo, se retrouveront face à nous, et malheureusement, ça nous le déplorons. Oui, mais M. Rolamena, aujourd'hui, bien sûr... Et surtout, n'oubliez pas une chose, je ne vous coupe pas, M. Joseph Pouloulou, mais le mouvement combattant, lorsque je parle de ma petite personne, je suis rentré dans la lutte, en 2004, 2005, le mouvement combattant n'existait pas. Nous étions des résistants. Et nous nous étions donnés comme mission de sensibiliser, de conscientiser, d'informer, de mobiliser les Congolais, comme je l'ai dit, je me répète à bon escient, pour que les gens réagissent partout où ils sont, afin de dénoncer ce qui se passe chez nous au Congo. Mais qu'est-ce qui a provoqué la naissance du mouvement combattant? Ça, si vous ne tenez pas compte de ce paramètre, ça fera que vous ne comprendrez pas aussi, vous ne saisirez pas pourquoi les combattants se comportent de la sorte. C'est lorsque notre frère, notre compatriote, Armand Tungulu, est rentré à Kinshasa, qu'il a commis un acte que l'on peut considérer comme déconcertant. Il a été arrêté, il s'est retrouvé entre les mains des autorités et il a été massacré. C'est ce qui a provoqué la naissance du mouvement combattant. Donc, quelque part, ce sont ces autorités-là, de par leur comportement, qui ont provoqué l'ire, la colère de ceux, de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, d'où la naissance de ce mouvement combattant. Il faut tenir compte de ce paramètre. On en tient compte, mais aujourd'hui, vous estimez peut-être avoir fait le tour de la question
en tant qu'activiste et vous voulez aujourd'hui vous engager dans les habits d'homme politique. Oui. Ça veut dire qu'il faut tout changer. Comme dirait mon ami de Clermidon, tout revoir, toute la conception, toute la démarche. Oui, ben, d'un point de vue moral, Oui. si vous utilisez les mêmes armes, la même philosophie d'action que ce que vous dénoncez, est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux par rapport à vous-même? Justement, on y arrive et je pense que vous venez en partie de répondre à la question de Joseph Pouloulou. Effectivement, moi je suis rentré dans l'activisme, j'ai fait ce que j'ai pu faire à mon niveau, d'autres personnes ont fait aussi ce qu'elles ont pu faire à leur niveau et maintenant nous constatons, du moins nous au niveau de l'Isanga, nous avons constaté que nous sommes arrivés à un niveau, à un point où il faut que les choses se fassent autrement. D'ailleurs, notre slogan est l'Isanga, vivre la politique autrement. Donc nous nous sommes débarrassés, entre guillemets, de ce blouson d'activiste pour maintenant rentrer sur l'arène de plein pied du combat politique et faire les choses en respectant les codes politiques. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous abandonnons la lutte. Cela ne veut pas dire pour autant que nous abandonnons notre vision, nos idéaux et que nous nous départissons comme ça de ce qui a fait que nous rentrions dans le combat pour la mère patrie. Mais nous disons maintenant, nous faisons les choses autrement. Nous nous comportons comme ça. Nous invitons ceux qui se reconnaissent en nous et au travers desquels nous nous reconnaissons aussi à nous mettre ensemble parce que nous considérons que nous sommes beaucoup plus intelligents et beaucoup plus forts, beaucoup plus crédibles en étant plusieurs que tout seul, chacun dans son coin. Et ceux qui continuent dans l'activisme, je pense qu'ils font bien de le faire aussi. Mais c'est vrai que maintenant, tout ce qui est agression, joue de verre. En fait, moi, ce que je remarque et ce qui m'attriste profondément, c'est que dans le combat, nous commençons maintenant à nous combattre entre nous. Ce n'était pas ça le départ. L'ennemi avait été clairement identifié et les uns et les autres, nous opposions à cet ennemi-là, avec les moyens à notre disposition. Ce que je déplore et que je regrette fortement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, les Congolais commencent à se battre entre eux. En tout cas, là, on va parler de ce combat politique dans lequel, cette arène politique, avec ses codes, sa diplomatie, son discours qui est un peu policé. Vous ne pouvez pas, comme hier, invectiver tout en étant. Est-ce que cela veut-il dire que vos amis qui étaient avec vous comme activistes ne vont pas quand même vous laisser partir comme ça sans vous reprocher d'avoir changé de camp? Ils doivent tout simplement comprendre que bon, l'Isanga est né en France. La France est un pays de grande démocratie où chacun a le droit. Il y a des gens qui se sont battus pour que chacun puisse s'exprimer librement, pour que chacun soit libre de ses faits et gestes. Ça, ils doivent tout simplement l'assimiler. Et c'est ce que nous voulons pour demain au Congo. Nous voulons que demain au Congo, effectivement, les gens puissent s'exprimer librement sans avoir à craindre quoi que ce soit, ni qui que ce soit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'a jamais été. Donc de ce côté-là, je pense que nos amis activistes, ils doivent comprendre cela. Mais attendez, est-ce qu'ils ont compris, par exemple, le fait d'être, comme notre technicien va nous envoyer ces images, où on vous voit sur l'estrade aux côtés du ministre des Congolais de l'étranger qui représente le gouvernement de Kinshasa, Rex Kazadi et vous-même pour cet échange avec le gouvernement? Ils doivent tout simplement comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'on change le contenant que le contenu aussi devient différent. Voilà. C'est tout simplement une autre manière de faire les choses. Au lieu de dire personnellement Kabila dégage, je ne m'exprime plus comme ça. Moi je dis, il y a une constitution qui est là et cette constitution s'impose sur tout individu, quelle que soit sa notoriété, tous ceux qui se réclament congolais, et quelle que soit sa position sur l'échelle sociale. Nous avons une constitution et la constitution, c'est l'ensemble des lois qui s'imposent à tout le monde. M. Kabila est arrivé à la fin de son mandat. D'après la constitution, il ne peut pas rester au pouvoir. Il doit donc prendre les dispositions pour que la continuité de l'exercice du pouvoir puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. C'est une autre façon de dire Kabila dégage. Voilà, ce que j'aimerais faire comprendre par là, c'est que en endossant les habits d'homme politique, je m'oblige à respecter les codes politiques, les règles politiques, dans l'expression, dans l'attitude, pour atteindre mes objectifs, tout en restant fidèle à mes idéaux et à mes principes.
Et on comprend l'importance du langage, des concepts dans le combat politique. Mais si on revient à la naissance de l'Isanga, est-ce qu'il y a eu une rupture par rapport à l'analyse du combat, comme il avait été fait auparavant, et que cette nouveauté qu'est l'Isanga part de quel paradigme? Est-ce que toujours le paradigme de l'extranéité des gouvernants ou un autre paradigme? Non, je pars tout simplement du principe, nous partons, pardon, excusez-moi, je préfère utiliser la première personne du pluriel, nous partons du principe qu'il y a une situation qui est là, qui est existante. La réalité politique, elle est là. Le Congo se retrouve dans une situation de déliquescence généralisée. Rien ne fonctionne comme le peuple congolais le voudrait. Rien de ce qui ne se passe en République démocratique du Congo ne répond aux attentes du peuple congolais. Ce n'est pas moi qui le dis ici à 8000 km, ce sont nos compatriotes directement sur le terrain à Kinshasa, ce sont ceux des nôtres qui font des allers et retours entre Kinshasa et l'Occident qui nous rapportent tout cela. Et je pense que, à moins d'être intellectuellement malhonnête, on ne peut pas renier qu'au Congo, les choses ne se passent pas bien. Alors à partir de ce constat, nous nous sommes dit, nous sommes toutes et tous responsables, nous avons toutes et tous une part de responsabilité, aussi infime soit-elle, dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc il convient de retrousser les manches et d'œuvrer pour que les choses changent. Alors, œuvrer comment? Je ne peux pas, moi, seul, à mon niveau, je n'ai pas une baguette magique qui va faire que je vais tout changer. C'est pour ça que nous avons décidé de nous mettre ensemble. Et notre nom, le nom que nous avons décidé d'adopter, en lui-même, il dit beaucoup, l'Isanga. Parce que nous estimons tout simplement que c'est en additionnant le travail des uns et des autres que nous arriverons à faire de telle sorte que les choses bougent dans le sens des attentes du peuple congolais. Évidemment, M. Roland Mena, vous le dites, si M. Kabila arrive au terme de son mandat, il y a toute une procédure. Et cette procédure, M. Kabila l'a à cœur. Depuis 5 mois, il demande, il invite la classe politique, notamment l'opposition, à le rejoindre dans un dialogue. Et on a l'impression qu'il prêche dans le désert. Oui, mais si on a cette impression, à qui la faute? Vous parlez donc de sa crédibilité. S'il n'est plus crédible, à qui la faute? Ce n'est pas la faute de la diaspora, ce n'est pas la faute de l'Isanga, ce n'est pas la faute des combattants, ce n'est pas la faute des résistants, ce n'est pas la faute du peuple. Mais si vous voulez que ça se passe dans les règles de l'art, il faut quand même que ça soit autour d'une table. Je pense qu'il aurait dû le faire depuis longtemps. On n'attend pas le dernier moment pour changer les règles du jeu. Et puis, je vous l'ai dit, nous avons une constitution. Je suis d'accord avec vous, mais oui. Est-ce que vous ne lui prêtez pas des intentions? Parce que vous dites bien qu'il a une mission, finir son mandat et laisser le Congo sur de bons rails. Mais tout cela a besoin quand même d'une concertation. Oui, d'accord. Est-ce que vous le dites ici, vous êtes de ceux qui prônent un changement de discours? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir avec lui? Moi, je suis pour le dialogue. Je le dis clairement, au niveau de l'Isanga, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes des hommes de dialogue. Voilà. Maintenant, il y a un problème. C'est que lorsqu'on parle du dialogue tel qu'il est convoqué, tel qu'il est initié par l'actuel locataire du Palais de la Nation, M. Joseph Kabila, on est en droit de se méfier. Avant le dialogue, qu'est-ce qu'il y avait? Je constate que vous ne dites pas Kanambe. Non, je l'appelle Joseph Kabila parce qu'il est connu comme ça à l'international. Donc, vous voyez, j'ai enlevé les vêtements d'activiste. D'activiste. Là où je l'appelais Hippolyte Kanambe. Oui. Maintenant, je l'appelle Joseph Kabila parce que dans le monde entier, il est connu comme ça. Alors, sous cette appellation. Alors, avant le dialogue, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les concertations nationales. Qu'est-ce que ça nous a donné? Avant les concertations nationales, il y avait Addis Abeba, je pense. Qu'est-ce que ça a donné? Avant Addis Abeba, il y avait encore des propositions de dialoguer, de discuter qui avaient été faites. Et qu'est-ce que tout cela a donné? Vous voyez qu'à chaque fois, eh ben c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau. Et c'est pour ça que... Même si Sun City a accouché de cette constitution dont c'est vente aujourd'hui. Sun City, qui c'est qui a organisé Sun City? Vous voyez, moi, ce que j'aimerais, hein, c'est que les Congolais, partout où ils sont, s'intéressent vraiment à ce qui se passe, pour qu'ils sachent, et que l'on ne polémique pas, que l'on sache vraiment quels sont les tenants et les aboutissants, les faits réels, et non pas supposés. Et ça, c'est très important. Donc, en bref, parce qu'on n'aurait pas assez de toute une émission, en bref, je peux tout simplement dire que si aujourd'hui, M. Joseph Kabila se retrouve dans une position où sa parole n'est plus crédible, c'est du fait de la manière dont il a géré le pays. Depuis son arrivée à la tête du Congo, en 2001,
Jusqu'à présent, nous sommes en 2016. Nous avons eu droit à 2 élections, en 2006 et en 2011. Les Congolais ne sont pas dupes de ce qui s'est passé. Vous avez vu, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé au Congo. Le peuple congolais, la voix du peuple congolais n'est jamais entendue. Le peuple congolais a le droit de voter, mais pas d'élire. Rien ne se passe comme il faut, pardon. Alors voilà, nous sommes dans une situation de blocage et maintenant nous en appelons au dialogue. Moi, je suis un homme de dialogue. Quand vous pour appelez répondre au dialogue, directement à votre question. Bien sûr. Je suis d'accord pour qu'on aille au dialogue, mais Oui. Avec des préalables, si je... bien entendu, il faut des Quels sont ces conditions. préalables alors? Tout d'abord, pourquoi aller au dialogue? Parce qu'il y a une situation de blocage. Parce que si vous regardez bien, mais la Constitution a déjà, permettez-moi l'expression, familiale, tout dialogué. Tout a déjà été dialogué. Tout a été prévu. Voilà, donc on n'a même pas à aller au dialogue. Les choses Mais ont vous été êtes quand même tracées. prêt à y aller. Maintenant, nous irons. Pourquoi? Nous sommes prêts éventuellement, vous y voyez, j'utilise vraiment le grand conditionnel, à y aller. Parce que, 1, il y a une situation de blocage dont nous devons absolument nous extraire. 2, si et seulement si les conditions sont réunies, effectivement, donc s'il y aura vraiment ce dialogue. 3, si et seulement si tous les participants à ce dialogue ont vraiment, réellement, profondément au centre de leurs préoccupations l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, ça c'est important. Mais si nous nous rendons compte que ce dialogue est en fait une invitation au bal pour se partager les postes, les perdièmes, etc., là nous n'irons pas, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous voulons vraiment que les choses changent au Congo et que Et le vous croyez peuple qu'on a congolais encore le puisse temps y aller correctement. Vous croyez qu'on a encore le temps d'attendre ce dialogue? Vous savez, la politique, c'est une question de volonté. Hein. Si on veut, on peut. Qui veut, peut. Si maintenant on met tous les moyens sur la table pour y arriver, on peut y arriver. Si nos partenaires au niveau de la communauté internationale s'investissent sérieusement aussi, on peut y aller, on peut y arriver. Mais voilà, vous savez, hein, avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Je voudrais vous demander de savoir quel serait le dialogue réussi pour vous. Un dialogue réussi pour le Congo. Pour moi, comme je viens de vous le dire, un dialogue réussi, ce sera un dialogue qui fera que, à la fin du dialogue justement, Oui. on sorte de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Concrètement, Concrètement, que l'on sorte de cette situation, que les agressions, la tension très très forte cessent dans le microcosme politique congolais, aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo, et que nous retrouvions notre place perdue au sein des concerts des nations réellement libres et démocratiques. Si nous y allons dans ce but-là, je suis partant. Et moi, un dialogue réussi, c'est un dialogue qui aboutira à cela. Monsieur Roland Mena, je rappelle, vous êtes le représentant, je ne sais pas si vous secrétaire général pour utiliser le terme que vous affectionnez, que vous avez emprunté à l'ex-Union soviétique. Roland Mena, vous avez pris le risque d'être vilipendé par les activistes, les résistants, en vous asseyant à côté du ministre des Congolais de l'étranger, là où, après presque une année, il n'avait pas réussi à prendre langue avec la diaspora. Vous lui avez permis cette diaspora. Qu'est-ce que la diaspora a eu à y gagner de cette conférence de presse commune? Je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle a créé... cet événement a créé le buzz dans notre communauté et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui se sont élevées contre. Vous savez, moi ce qui me chagrine, et je regrette cela, c'est le fait que les Congolais ont été aussi émus. Cette émotion négative suscitée par le fait que j'ai facilité cette rencontre avec le ministre Boyamba, ministre des Congolais de la diaspora. Ça, je le regrette parce que je me bats pour que les Congolais soient à l'aise, soient bien. Qu'ils soient ensemble, l'Isanga. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des événements qui provoquent une émotion aussi négative, je n'y adhère pas. Je ne suis pas satisfait. Et donc, je me sens en devoir quelque part d'émettre certains regrets pour cela. Ou peut-être mieux expliquer. Voilà, pour mieux faire la prochaine fois pour que les choses se passent mieux et que les Congolais ne ressentent pas et ce mal-être. comprennent cette la démarche. Voilà, c'est là que j'émettrai des regrets. Mais par contre, en tant qu'homme politique, je l'ai dit, je suis un homme de dialogue, je me réserve le droit de rencontrer n'importe quel Congolais et de lui dire en face ce que je pense. On a compris. Ça, Qu'est-ce que que les gens vous lui avez comprennent demandé? Pour nous, Congolais de la diaspora,
qu'est-ce qu'on peut retirer de cette Déjà, il faudrait que engagement? vous compreniez la démarche. Hein. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le ministre. Bien sûr. Que ce soit bien clair. Voilà. Les Congolais ils doivent vraiment comprendre cela. Nous ne sommes pas allés vers le ministre Boyamba. C'est le ministre Boyamba qui est venu à nous. Bien sûr, Qui c'était nous a son travail. sollicité, qui nous a expliqué clairement qu'il était en mission officielle pour inciter la diaspora à participer au dialogue. Processus. Alors, il nous rencontrait individuellement. C'est moi qui lui ai proposé. Sur mon invitation, je lui ai proposé vraiment, sincèrement, et ça je le dis clairement, il ne me démentira pas, de rencontrer les Congolais en bloc. Du moins ceux qui seraient d'accord de parler avec lui, de discuter avec lui pour qu'il entende les revendications des Congolais. Au lieu de nous rencontrer, chacun en aparté. Dans son coin. Voilà, dans son coin, ça ne fait pas bien, ni pour lui, parce qu'il n'est pas le ministre des Congolais, de Roland Mena, ni le ministre de Rex Kazadi. Il est le ministre des Congolais de la diaspora, c'est-à-dire des Congolais qui se trouvent à l'extérieur du Congo. Donc il a quand même rôle d'ambassadeur plénipotentiaire. Alors, ni pour nous autres, en tant que personnes détentrices de la parole publique au sein de la diaspora, le rencontrer en catimini, ça, c'est pas bon pour notre image, ce n'est pas bon pour notre combat, ça peut donner l'impression que nous sommes en train de concocter certaines choses dans la pénombre et sur des coins. Vous rapprochez de la mangeoire, comme on dit. Donc ça, on ne voulait pas de ça. Alors nous avons proposé au ministre de nous rencontrer. Nous avons fait un casting des personnes qui seraient d'accord de le voir. Et nous avons parlé avec lui. Nous lui avons dit en face ce que nous disons tout le temps, depuis que nous sommes dans le combat. Il nous a entendus et il a revendiqué certaines choses aussi. Et voilà, nous nous sommes parlé clairement entre Congolais. Maintenant, c'est à lui de faire ce travail, d'amener ses revendications dans le milieu politique sur le terrain. Et nous, de notre côté ici, nous continuons notre démarche, nous continuons notre lutte, nous continuons à faire de telle sorte que les choses bougent demain au Congo. Et de ce côté-là, nous n'avons pas changé. C'est pour cela que je vous parlais en liminaire du fait que ce n'est pas parce qu'on change de contenant que le contenu se retrouve altéré. En tout cas, au moins le discours, c'est bien policé. Hein, donc, Roland Mena, une dernière question de la part de Midon de Clerc. Oui, ben, concrètement, il y a eu un certain nombre d'attentes qui sont... Et puis vous savez, c'est très important, ça j'aimerais le dire, excusez-moi de vous couper, chers compatriotes, c'est très important, j'aimerais le faire comprendre à tous les politiciens au niveau de la diaspora. Dans le combat que nous menons, il faut maintenant que nous puissions saisir toutes les opportunités. Toutes les opportunités qui feront que notre parole va être portée loin. Notre parole va être portée même dans le camp de nos adversaires. Notre parole va être portée même dans le camp de l'ennemi. Vous savez, moi je suis un chrétien. Vous connaissez cet épisode durant lequel Christ s'est retrouvé face au diable, toute proportion gardée. Le diable a promis vents et marées, a promis monts et merveilles à Christ. Est-ce que Christ a changé pour autant? Non, il est resté le même. Voilà, c'est le chrétien qui parle bien entendu. Et j'insiste, hein, toute proportion gardée bien entendu. Oui, concrètement, il y a un certain nombre d'attentes qui sont émises par rapport au ministre des Français, des Congolais de l'étranger. Oui. On a souvent parlé de la double nationalité. On a souvent parlé du vote, de participation aux élections, de la participation aux élections. On a aussi parlé de l'alourdissement des démarches en termes de visa, en termes de passeport. Mais est-ce que ces problèmes-là, ceux-là, ont été abordés? Tout à fait. Ils ont été abordés avec M. Antoine Boyamba. Et voilà, nous avons émis ces exigences-là. Et puis nous avons trouvé que c'était vraiment... mais ça frise la médiocrité. Que les Congolais à l'étranger, pour avoir un passeport, ça devient le parcours du combattant. Mais c'est grave. Que les Congolais à l'étranger, pour exercer leur souveraineté, mais il faut défoncer des portes blindées. Mais c'est grave. Que les Congolais, à partir de la diaspora, lorsque vous voyez que on envoie des véhicules chez nous au pays, et là on nous dit par exemple, et ça c'est un point qui avait été abordé dans la salle par l'un de nos compatriotes, dont j'oublie le nom je pense que c'est Marc Tabou, qui avait dit, mais c'est pas normal que vous interdisiez les véhicules de plus de 10 ans. Il y a des véhicules qui ont 20 ans, 15 ans, 30 ans ici en Europe et qui sont en parfait état de fonctionnement. Voilà, pourquoi est-ce que vous bloquez les choses comme ça? C'est pas normal que vous changez les passeports comme ça du jour au lendemain. Voilà. Vous savez, ce genre de comportement, voilà, il a entendu tout ça, hein, il a entendu tout ça.
Maintenant, c'est à lui d'en tirer les conséquences. En tout cas, Roland Mena, voilà, nous avons presque fait le tour de la question, mais c'était juste un avant-propos, en espérant quand même en savoir un peu plus sur l'action. Ma dernière question, elle est celle-ci. Si demain, une invitation vous était adressée pour aller à Kinshasa, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, surtout que vous avez évoqué ici le viol de nos jeunes sœurs. Je n'oublie pas tous ces jeunes, notamment de Lucha, condamnés à 2 ans de prison. Tout ça, est-ce que vous pouvez être quelque part le porte-parole notamment de Dr Mukwege ou de toute cette jeunesse qui a soif de changement? Le docteur Mukwege fait un travail formidable qui est reconnu à l'international. Il sera fait citoyen d'honneur de la ville de Melun ce samedi, officiellement, à Melun. Je pense que c'est très largement mérité, vu son engagement, vu les miracles pratiquement qu'il est en train d'accomplir lorsqu'il répare nos mamans. Concernant notre sœur de la Lucha, vous voyez, arrestation arbitraire, elle n'a tué personne, elle n'a volé personne, elle ne fait que... Mais outrage au président de la République. Oui, mais vous savez, ça justement, ça doit cesser aussi, ces affaires d'outrage. Il faut arrêter avec cela. Monsieur Pouloulou, nous sommes ici en France. Oui. Vous voyez comment le président français est vilipendé matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qui fait son assurance? Qu'est-ce qui fait sa crédibilité? Qu'est-ce que les Français regardent en premier? Ils ne regardent pas les insultes, ils ne regardent pas les outrages. Ils regardent sa façon d'administrer la France. Est-ce qu'elle est convenable? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Oui ou non? C'est ce que les Français se posent comme question. Il doit y en être demain. Demain, ça doit être la même chose pour le peuple congolais. J'aimerais que cette loi concernant l'outrage envers le président de la République soit écartée totalement. Les Congolais ont le droit de s'exprimer. Même si nous sommes des Bantous, même si nous avons nos us et coutumes Bantous, n'oublions pas que le souverain, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est au service du peuple. Lorsqu'on parle de souverain primaire, on ne parle pas, on ne fait pas allusion au Premier ministre, on ne fait pas allusion au président du Sénat, on ne fait pas allusion au président de l'Assemblée nationale, on ne fait pas allusion au président de la République ni à son directeur de cabinet, on fait allusion au peuple congolais. Voilà. Donc, si aujourd'hui il y a un outrage qui est fait et qui est absolument inadmissible et inacceptable, c'est l'outrage qui est fait contre le peuple congolais parce qu'aujourd'hui, ce peuple se retrouve dans une misère totale. On n'arrête pas d'avoir au niveau de la diaspora des retours du pays qui sont lamentables. Les gens pleurent, les gens souffrent, les gens peinent, les gens sont dépités, les gens ne savent pas quoi faire. Les gens n'ont même pas de projection, ne fût-ce que pour se nourrir la veille pour le lendemain. C'est ça qui nous inquiète, nous, au niveau de la diaspora. Et le politicien que je suis, si demain, effectivement, je rentre à Kinshasa et je veux rentrer à Kinshasa, ce sera pour porter ce discours-là. Pour que chacun, là où nous sommes, nous fassions de telle sorte que nous remettions au centre de toutes les préoccupations le souverain primaire. C'est dans ce but-là que j'irai. Ce ne sera pas du tout pour taper dans la fourmilière, ce ne sera pas pour aller insulter le président, ce ne sera pas pour faire des outrages au président, mais ce sera pour que nous animions la classe politique congolaise avec les principes de la diaspora, parce que moi, je défends le discours, la vision, les idéaux de la diaspora. Je considère que la diaspora doit être une troisième force indépendante du pouvoir en place, c'est-à-dire de la majorité présidentielle, indépendante de l'opposition dite institutionnelle. La diaspora a abattu un travail titanesque. Il convient que la diaspora capitalise ce travail-là pour que nous proposions une autre façon de faire la politique demain au niveau de la République démocratique du Congo. Alors vous me posiez aussi une question tout à l'heure, vous me disiez, mais qu'est-ce que vous irez faire au Congo? Mais monsieur Pouloulou, on ne va pas réinventer la roue, hein. Tout a déjà été fait en matière de politique. Nous vivons ici en France, nous voyons comment les choses se passent. Alors, il nous suffit tout simplement soit d'acheter et d'aller revendre au pays, soit alors de se conformer, de produire et de faire tout ce que nous sommes en train de voir, de reproduire ce que nous sommes en train de voir ici. Nous n'allons pas réinventer la roue. Allons faire au Congo tout ce que nous avons appris ici en Occident. Merci Roland Ménard, secrétaire général de l'ISANGA. Vous me parliez aussi, oui. Vous avez oublié, vous avez posé la question du pasteur qui avait été agressé. Oui. Là, je vais m'exprimer au nom de l'ISANGA. Je pense que c'est très important. Vous savez, moi, je suis un chrétien, pratiquant. Comme la plupart des Congolais. Comme la plupart des Congolais, comme beaucoup de Congolais. Lorsque nous allons à l'église,
nous ne regardons pas la tête du pasteur. Nous y allons parce que nous voulons rencontrer Dieu. Nous avons des problèmes de santé, de famille, d'éducation, de séjour. Lorsque nous allons dans un lieu de culte, quel qu'il soit, nous y allons pour exercer notre foi. Dans les églises, il y a des membres de ces églises, des fidèles de ces églises qui soutiennent le combat, qui sont pour le combat, qui n'acceptent pas ce qui est en train de se passer au Congo. Mais lorsqu'ils sont dans les églises, ils viennent vivre leur foi. Je pense que c'est très mauvais, ce n'est pas bon du tout de faire des intrusions sauvages dans les églises et d'avoir ce genre de comportement. Nous, au niveau de l'Isanga, je ne dis pas pour les autres, je ne m'exprime pas pour les autres. Au niveau de l'Isanga, nous nous interdisons d'entrer dans les églises. Par contre, nous nous réservons le droit de faire les choses autrement, vivre la politique autrement, de nous mettre, par exemple, c'est une suggestion, à la sortie des églises, d'approcher directement les fidèles et de les sensibiliser, de les conscientiser, de leur expliquer pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que le pasteur est en train de faire. Et après, c'est aux fidèles de réagir en conséquence parce que le Congo nous appartient à tous. Mais rentrer dans un lieu de culte, moi j'estime que c'est une profanation, ce n'est pas bien et ça dessert le combat. Ça dessert la qualité de tout ce que nous sommes en train de faire pour le Congo. Vous vous imaginez? Des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe au Congo voient cette image. Des personnes qui ont un esprit, qui sont croyantes, peu importe leur religion, elles voient ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais dis donc, Roland, si vous, demain, vous vous retrouvez au Congo, vous allez faire pire que Mobutu, que Laurent Désiré Kabila et que Joseph Kabila réunis. C'est grave ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas bon. Donc, ce que je suis en train d'expliquer aux combattants qui ont posé cet acte, c'est de ne pas continuer comme ça. On n'est pas obligé d'être violent, d'insulter, de taper pour combattre. On peut faire les choses autrement. Et nous, au niveau de l'Isanga, nous avons décidé de faire les choses autrement, mais nous respectons les engagements des uns et des autres parce que nous nous disons, et ça, c'est vraiment très important, que tout ce qui est en train de se passer là est la conséquence d'une situation qui existe, qui est pérenne en République démocratique du Congo et dont la responsabilité incombe à la classe dirigeante congolaise actuelle. Puissiez-vous être entendu, Roland Mena. Merci d'avoir été l'invité de cet avant-propos. C'est moi qui vous remercie, monsieur Joseph. Merci de Clermidon. Merci, Joseph. Et merci, à bientôt. Monsieur.